Bien. Écoutez, bonjour à celles et ceux que je n'ai pas pu saluer lors du café d'accueil. Donc je me présente Xavier Lafra, je travaille au sein de l'école, plus précisément au sein de la division des formations opérationnelles. Et je voulais évoquer avec vous la capitalisation et le partage des bonnes pratiques. Effectivement, cette journée professionnelle reflète la volonté de l'école de renforcer la collaboration entre l'ensemble des acteurs incendie en France pour quelque part stimuler et optimiser le partage et l'échange des connaissances et des bonnes pratiques. C'est ce que nous faisons depuis ce matin, mais on voudrait aller au-delà. Et dans ce sens, on voulait vous présenter d'une part le projet de groupe pédagogique et technique. Bien sûr, un outil qui est mis à votre disposition, qui est le portail national des ressources et des savoirs. Et vous proposer un exemple d'échange de bonnes pratiques avec le lieutenant Renan Vinet, dans le domaine notamment du sauvetage de sauveteurs. Alors pour revenir sur la présentation du projet de groupe pédagogique et technique, je voulais revenir tout d'abord sur la formation des chefs de groupe au sein de l'école. Effectivement, la responsabilité de l'école, entre autres, est de former les lieutenants professionnels volontaires, notamment en tant que chef de groupe, et notamment dans le domaine des activités courantes, que sont d'une part le secours à personne et entre autres le secours routier, dans le domaine de la protection des personnes, des biens et de l'environnement, et notamment dans la mise en œuvre des mesures conservatoires dans les situations mettant en jeu les risques technologiques, et bien sûr dans le domaine de l'incendie. Alors, pour cela, nous avons a été développé au sein de l'école un parcours de formation qui est développé en fait aussi bien sur le pôle pédagogique que sur le plateau technique. C'est un parcours, on va dire, progressif qui est constitué en alternance de séquences portant sur l'apport de connaissances, et la semaine dédiée à la compréhension du système feu fait partie de cette séquence d'apport de connaissances, mais aussi à travers des séquences de mise en situation, alors avec l'environnement virtuel tel qu'on le maîtrise ici à l'école, et puis une succession de mises en situation professionnelles sur le plateau. Alors c'est une mise en situation, ce sont des mises en situation progressives sur le plateau technique à travers bien sûr les outils que sont le pavillon, le centre urbain et le bâtiment d'habitation. Tout ça pour amener les stagiaires à arriver à un niveau de performance requis. Niveau de performance requis qui doit être au plus proche des besoins du chef de groupe sur le terrain. Alors l'équipe pédagogique est là, a le rôle d'accompagner l'apprenant pour au final développer des compétences qui vont lui permettre d'une part de comprendre l'environnement opérationnel dans lequel il intervient, mais aussi pour mettre en œuvre les outils lui permettant d'optimiser la réponse opérationnelle, alors tant en termes de gestion d'équipe qu'en termes de technique opérationnelle. Et cette formation, bien sûr, elle s'inscrit dans la boucle de gestion des risques qu'on vous a présentée un peu plus tôt dans la matinée. Elle intervient vraiment dans cette boucle de gestion des risques, et cette formation est en fait conçue actuellement par l'école. Alors l'équipe de conception est constituée de coordinateurs de discipline, de référents qui sont aussi bien externes ou internes, de formateurs bien sûr. On a un certain nombre de formateurs incendie dans la salle. Donc on fait appel à ces formateurs-là, soit en interne, soit en externe, pour travailler sur ces parcours de formation, avec bien sûr l'appui de l'ingénierie pédagogique. Et puisque nous nous situons dans une boucle, puisque la formation est inscrite dans cette boucle, nous nous inscrivons aussi dans une démarche à l'école, une démarche vertueuse, d'amélioration continue de cette formation, amélioration continue des pratiques, une optimisation de nos formations. Et en fait, l'objet, c'est d'être toujours à jour de la connaissance du risque. Ce risque-là peut évoluer. Dès que le risque évolue, en cascade, on a une incidence sur la prévention, sur la prévision, sur les doctrines et les pratiques professionnelles. Et au final, on se retrouve avec ce nouveau risque à intégrer dans nos formations. Et puisque notre formation est basée sur des mises en situation professionnelles, on va dire emblématiques, qui sont reliées à des interventions réelles, il nous appartient, nous,
d'être en lien constant avec, on va dire, la vraie vie, c'est-à-dire ce que vous vivez au quotidien. Donc il est important pour nous de mettre en relation à la fois la formation et ce que vous vivez au quotidien, c'est-à-dire quelles sont les activités quotidiennes d'un chef de groupe sur le territoire national euh, pour être à jour en fait, de ce qu'on met en place. Et donc l'idée en fait c'est de créer un groupe de pédagogique et technique qui nous permettra d'être en lien avec ça et qui aurait pour mission, entre autres, d'assurer la veille opérationnelle partagée pour être au plus près des besoins des SDIS. Et pour nous, ça nous permettra aussi d'ajuster notre niveau de performance requis en fin de cursus de formation. Ce niveau de performance, il faut vraiment qu'il soit en lien avec les exigences du terrain et au quotidien. Donc la première mission de ce groupe pédagogique et technique, c'est d'assurer cette veille opérationnelle partagée. On le fait en interne, mais on va dézoomer et avoir une vision large et complète et exhaustive de ce qui se fait sur le terrain. La deuxième mission est d'assurer la veille technique collaborative, c'est-à-dire être au plus près de ce qui se fait sur le terrain, à savoir les modes opératoires modernes et appropriés. Dans telle situation, il y a eu telle réponse opérationnelle, telle technique opérationnelle a été développée sur telle intervention. Alors, est-ce que cette réponse opérationnelle est de portée locale, auquel cas nous avons un intérêt à la partager, même si elle est locale, même si elle ne concerne qu'un 15-10, il y a quand même un intérêt à partager cette pratique-là. On peut le faire à travers le portail national des ressources et des savoirs. Est-ce que cette réponse opérationnelle est de portée nationale? Est-ce qu'elle est partagée par l'ensemble des SDIS? Auquel cas, là aussi, il y a un intérêt à partager, à échanger sur cette pratique-là, et puis quelque part à l'intégrer dans notre cursus de formation. Donc c'est tout l'objet de toute la raison d'être de ce groupe, c'est d'intégrer un peu les pratiques au sein de nos formations si elles ont une pertinence et une portée nationale. En termes de compréhension du système feu, voilà, autant de thématiques qu'on peut développer au sein des groupes. Donc voilà, la finalité c'est ça, c'est de partager, d'échanger ensemble, de ne pas nous rester dans notre coin et puis de se cacher de ce qui se passe sur le terrain, mais vraiment de faire du lien. Donc voilà, je vous invite vraiment à partager, à nous rejoindre la communauté des acteurs incendies et surtout d'échanger vos bonnes pratiques, d'écrire. On n'a pas forcément la culture de l'écrit, mais un certain nombre de collègues l'ont fait. On a parlé de Nicolas, je sais que Ronan Vinet a écrit aussi sur des bonnes pratiques. Il nous faut de la ressource, il nous faut du savoir et surtout la partager. Donc voilà, je voulais enchaîner avec le portail national des ressources et savoirs. Et avant de laisser la parole au colonel Bossé pour nous préciser les modes, du moins préciser comment fonctionne cette plateforme et comment l'intégrer. Voilà, je suis à vos dispositions pour quelques questions si nécessaire, suite à cette petite présentation sur les groupes. Oui. Oui. Apparemment n'apparaissent pas et je pense que ça serait plutôt positif de pouvoir apporter le retour d'expérience des différents accidents. Tout à fait. Non, mais c'est un des paramètres qu'on doit intégrer pour mettre à jour notre façon de former nos chefs de groupe. Et il existe effectivement dans le portail national une plateforme dédiée au retour d'expérience, qui mériterait d'être un peu plus active effectivement, mais se pose la question de la mutualisation, du moins de la diffusion des rétextes au niveau national. Mais ça doit être une source pour à capitaliser et à intégrer dans notre façon de rénover nos formations. Oui, concernant le retour d'expérience, puisque je m'occupe du groupe qui travaille là-dessus, effectivement, la plateforme nationale du retour d'expérience existe. Je l'ai animée pendant un certain nombre d'années et j'ai constaté que l'ensemble des SDIS avait une frilosité incroyable à mettre en avant leur retour d'expérience.
certains SDIS s'y sont lancés, hein, notamment de mémoire le SDIS, je crois que c'est le 45, qui nous a envoyé ses retours d'expérience. Alors évidemment, la grande peur qui est mise en avant, c'est le problème de la judiciarisation. Et on a du mal à ce que les SDIS mettent leurs retours d'expérience, même ceux qui ont été positifs, commenceront par ça, sur la plateforme. Alors là aussi, c'est en même temps que le RCCI, la base de données RCCI, c'est pour ça qu'on a été amené à créer un autre outil plus fermé, qui ne soit pas un outil Internet, mais plutôt extranet, pour pouvoir mettre dessus l'ensemble de ces retours d'expérience. Parce que très clairement, et j'en ai beaucoup parlé au directeur, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a une frilosité à mettre les retours d'expérience dessus, quoi, ce qui est fort dommage. Parce que tant qu'on n'aura pas... Alors, bon, moi, je suis issu d'une culture où le retour d'expérience... Je suis médecin de formation, hein, donc, les gens ne le savent peut-être pas, mais je suis issu donc d'une culture qui ne fonctionne que sur le retour d'expérience. Il ne peut pas y avoir d'avancée professionnelle sans qu'il y ait de partage des erreurs. S'il n'y a pas de partage des erreurs, s'il n'y a pas d'analyse de l'erreur, eh bien, on ne progresse pas. D'accord ? Et notre profession, elle est handicapée par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a une vraie frilosité, donc on ne désespère pas, hein. On a recruté, pour le savoir, une docteure en sciences de gestion qui a fait son doctorat sur le retour d'expérience. On a un groupe sur le sujet, on fait un colloque le 24 ou 25 novembre prochain sur le sujet du retour d'expérience. On a une vraie ambition sur ce retour d'expérience. Pour autant, on a beau développer les outils, on a beau générer du colloque, on a beau générer de la méthodologie, on a beau structurer nos formations et la sensibilisation sur le sujet, on n'obtient rien. Ce que j'appelle rien, c'est que ça frémit un peu. On a quelques SDIS qui osent, mais globalement, un SDIS sur 100, c'est peanuts, quoi, d'accord ? En plus, ce retour d'expérience, si on veut qu'il soit valide, il faut qu'il progresse. Il faut que... parce que c'est une opération nouvelle, chaque opération nouvelle qui nous fait progresser. Chaque opération nouvelle qui a fonctionné, mais surtout, chaque opération nouvelle où on s'est planté. Mais là aussi, on touche un des points de sensibilité de notre profession, c'est qu'il faut admettre que nous nous soyons plantés. D'accord ? Et c'est compliqué. C'est compliqué. Culturellement, c'est compliqué chez nous. Voilà. Mais on ne désespère pas, on y travaille. C'était pour la réponse sur le retour d'expérience. Excusez-moi, parlez bien dans le micro, s'il vous plaît, parce que tout est enregistré. Le 29 octobre dernier, un sapeur-pompier du SDIS de la Marne a été brûlé gravement sur une intervention pour feu. Et je pense que ce groupe pédagogique pourrait, pas forcément faire l'analyse d'accident, parce que là, il y a des enquêtes qui sont en cours, mais diffuser derrière tout ce qui s'est passé pour pouvoir assurer le retour d'expérience de l'ensemble des départements de France, je pense que ça serait vraiment positif. Voilà, c'était juste l'objet de la question. Merci. Juste, j'apporte une toute petite précision sur l'utilisation des micros. Pensez à bien demander le micro. Il y en a 3, on se les fait tourner pour que ce soit audible, parce qu'on enregistre tout ce qui se dit aujourd'hui pour pouvoir, encore une fois, le partager, puisque c'est une journée de partage. Bien. Merci pour votre attention. Donc, je laisse la parole au colonel Bruno Bossé pour quelques précisions sur l'utilisation et l'articulation du portail. Bien, donc, la mission qu'on m'a confiée lorsque je suis arrivé à l'école il y a une dizaine d'années, c'était justement de comment passer d'une culture de l'oralité qui est la nôtre à une culture de l'écrit. D'accord ? Parce que nous n'existons très clairement que si nous écrivons et que si nous partageons. Si nous ne nous regroupons pas, pardon, et si nous ne réseautons pas, on existe très peu. Donc l'intérêt, c'était comment passer de la culture de l'oralité à la culture de l'écrit. On a inventé donc, depuis une dizaine d'années un certain nombre d'outils. On a commencé par créer un centre de ressources documentaires physique, celui-ci qui est digne de ce nom. On a une quinzaine de milliers de références maintenant auxquelles vous pouvez, que vous pouvez venir exploiter comme vous voulez, même à distance. On vous envoie largement tout ce que vous voulez. C'est un centre de ressources documentaires qui est assez maintenant documenté. On a voulu créer l'équivalent en dématérialisation
c'est l'objet du PNRS que je vais développer. Et derrière, on a voulu mettre à votre disposition les outils d'écriture. Parce que c'est bien beau d'écrire, mais si on ne met pas en valeur ce qui est écrit, ça ne va pas. Alors on a commencé par se dire, au sein de l'établissement, on a déjà des productions qui sont régulières. C'est le cas de l'ensemble des formations de niveau 4, que ce soit RAD, RCH, PREF 3, EAP, et puis tout ce qui est TRS5, tout ce qui est chef de groupement, DDA. On a 5 masters qui produisent également des mémoires. Donc comment aller chercher les meilleurs de ces mémoires pour les mettre en ligne. Donc on a créé des prix. On a également créé une maison d'édition, comme je vous le disais, une revue scientifique qui est trimestrielle maintenant. Enfin, tout un tas d'outils qui permettent de passer de l'oralité classique qui est celle de notre profession à une structure écrite classique qu'on retrouve dans beaucoup de professions et que le monde anglo-saxon a depuis très longtemps. Il faut savoir que si vous vous renseignez un petit peu sur les autres pays, notamment chez les Allemands et les Anglais, ils ont, dans le domaine sapeur-pompier, 5 ou 6 revues scientifiques par pays, quoi. Nous, on en a presque pas, quoi. Donc, on a un gros retard en l'espèce. Il faut vraiment qu'on rattrape ce retard. Alors, pour rattraper ce retard, il faut que nous mettions... on n'a pas de centre de recherche, très clairement. Je m'occupe également de la recherche à l'ENSOSP. On commence à monter en puissance. Mais avant qu'on arrive à des centres de recherche qui soient équivalents à ceux qu'on retrouve dans les autres pays, il nous faudra des années. Et donc, il faut se structurer différemment. Alors, pour se structurer différemment, il faut aller chercher la matière grise qui existe disséminée dans l'ensemble des SDIS, et puis les mettre en réseau, et puis ensemble progresser tranquillement. Donc, on a créé cet outil qui a maintenant 7 ou 8 ans, qui commence seulement à s'enflammer. Et le but de cet outil, c'est de réunir les différents réseaux et communautés métiers qui existent dans la profession et de leur mettre un outil Internet à disposition avec des possibilités de réseau fermé. Alors je vais vous montrer, donc cet outil, c'est le portail national des ressources et des savoirs. Pour ceux qui connaissent un peu la terminologie anglo-saxon, c'est ce qu'on appelle du knowledge management. Typiquement, et il a donc la première plateforme, c'était la plateforme juridique, qui est une plateforme qui est régulée en interne par une docteure en droit public et qui donc l'alimente et qui a véritablement un réseau constitué depuis 7 ou 8 ans. On en a un des piliers ici, puisque camarade Genovese est très actif sur cette plateforme. Donc ça se présente comme ça. Donc celle-là, c'est la plateforme nationale juridique. À l'intérieur, on a une séquence actualité qui, vous voyez, la dernière, c'est 15 septembre 2015. Donc ça tourne. On a des actualités très régulières. On a des enquêtes, on a des mémoires qui sont mises en valeur. On a une veille juridique hebdomadaire. Je ne sais pas si vous êtes certains d'entre vous sont déjà abonnés sur le sujet, mais maintenant elle fait référence, cette veille juridique. On a un certain nombre de textes. On a donc une banque de données de textes. On doit avoir près de 10 000 textes qui sont architecturés sur les sapeurs-pompiers dans cette base de données qui est ouverte. C'est un Internet. Donc vous faites PNRS, vous arrivez dessus, elle est à la disposition de chacun d'entre vous. On l'a voulu comme ça, c'est-à-dire que c'est un outil à la disposition de tous les pompiers, pas les officiers, tous les pompiers, dans n'importe quel endroit de France, ils peuvent avoir, s'ils le désirent, en allant sur cet outil, ne serait-ce que sur cette plateforme nationale juridique, tous les textes de référence qui sont architecturés et classés. À côté, vous avez un certain nombre de fiches pratiques qui sont, donc c'est des fiches pratiques très clairement sur les procédures pénales, police administrative. Enfin, là j'ai pris, je le répète, la plateforme nationale juridique, qui est la plus ancienne et qui fonctionne. C'est ce à quoi nous souhaiterions arriver avec la plateforme nationale qui est celle qu'on souhaite mettre à votre disposition, celle de la gestion et technique opérationnelle qui est construite de la même manière. Il faut savoir que tout ce que vous trouvez là-dessus, en dehors d'une référente présente à l'ENSOSP, tout a été co-construit par les réseaux. Ce qu'on vous demande, c'est de créer un réseau identique de manière à co-construire le même outil à votre disposition. Donc vous avez des fiches pratiques qui sont, bon, j'en clique sur une
Et vous verrez, vous avez sapeur-pompier et le renvoi en correctionnel. On peut télécharger en PDF et puis on peut lire, on peut aller dessus et vous avez une mine, la définition, les objectifs, enfin bref, des fiches pratiques qui peuvent être très très élaborées, hein, très élaborées, qui sont à la disposition. Elles ont pour vertu, ces fiches pratiques, d'amener un savoir condensé à la personne qui est, ce que je disais toujours, c'est un outil qui est à la disposition du lieutenant ou du capitaine chef de centre qui est dans un coin de France, qui n'a pas obligatoirement des références vers lesquelles il pourrait aller spontanément. Et là, il devrait pouvoir trouver l'ensemble de ce qui l'intéresse. On a un agenda, on a les travaux et recherches qui sont présents. Donc, vous avez tous les actes des colloques qui ont été faits sur le sujet. Vous avez le perspective. Je vous parlais de la revue que nous éditons trimestriellement. Nous avons tous les travaux en cours sur le sujet et tous les travaux de recherche qui sont faits sur le sujet. Vous avez là aussi éventuellement comment dire, les experts qui vous répondent sur un certain nombre de questions qui ont été posées chez nous. Vous avez, alors on n'a pas de foire aux questions, mais vous pouvez, parce que la fac génère souvent une régulation extrêmement importante et une obligation de réponse en 48 heures. On n'a pas les moyens humains de le faire pour l'instant, mais si vous avez une vraie question à poser, vous la posez, vous aurez une réponse et qui ne sera pas dans les délais classiques d'une foire aux questions, quoi, hein. Vous avez un forum. Donc, alors, soit les forums sont où, là, il n'y en a pas de créé pour l'instant, mais soit il est ouvert à la lecture Internet, soit on peut le fermer. Donc, il peut être plus confidentiel. Vous avez donc là, ce dont je vous parlais tout à l'heure, la banque de données des ressources juridiques. Alors là, vous avez 10 000 textes à l'intérieur, hein, classés selon une arborescence que vous voyez ici, qui vous amène à n'importe quel texte juridique possible. Il faut savoir que ces textes ensuite sont dispatchés sur toutes les plateformes par spécialité. Donc vous pourrez, si vous allez sur la plateforme gestion opérationnelle, vous trouverez tous les textes qui concernent la gestion opérationnelle, donc, et exclusivement ceux qui concernent la gestion opérationnelle. Ils sont classés en fonction de des spécialités des différentes plateformes. Ensuite, vous avez toutes les ressources documentaires qui sont présentes dans la spécialité au sein du centre de ressources documentaires chez nous. Donc ça vous facilite, hein. Si vous voulez aller sur la plateforme nationale prévention et que vous cherchez un sujet, vous savez ce que vous pourrez trouver. Et quand vous cliquez dessus, ça vous renvoie à la plateforme du centre de ressources documentaires. Vous pouvez faire de l'emprunt à distance et on vous l'envoie, c'est gratuit, hein. Donc on vous l'envoie. Vous avez 15 jours ou 3 semaines d'exploitation et vous la renvoyez. Donc on a vraiment travaillé sur des outils le plus collaboratifs possible et à votre disposition. L'important, c'est de vous fournir du service et puis des éléments de réponse à vos questions. Les documents pédagogiques, alors là nous sommes en train d'évoluer sur le sujet puisque jusqu'à présent c'était quelque chose qui n'était pas obligatoirement bien développé et nous venons de finaliser une réunion de travail en interne pour que l'ensemble de nos pédagogues classifient leurs documents pédagogiques et ils seront mis également sur cette affaire. Des conseils de lecture. Alors souvent les conseils de lecture sont ceux qui sont proposés pour quelqu'un qui s'initie à la spécialité et les experts et référents de ces plateformes vont vous orienter vers les meilleurs ouvrages sur le sujet. Les liens utiles, l'annuaire réseau. Alors l'annuaire réseau, c'est les personnes ressources qui animent, cette plateforme. Donc là, vous avez des correspondants avec leur numéro de téléphone. Alors, on viole personne, hein. Ceux qui sont là sont ceux qui ont validé leur présence dessus. Et enfin, on a un hebdomadaire juridique. Là, en l'occurrence, c'est ce que vous recevez hebdomadairement sur vos boîtes mail pour ceux qui le demandent. Vous pouvez nous demander, vous l'avez la semaine d'après, hein. Et ça tombe automatiquement. Vous n'avez pas d'autre acte, vous attendez, ça tombe sur vos boîtes toutes les semaines. Tous les vendredis, il y a l'hebdomadaire juridique avec l'analyse de tous les textes qui sont sortis dans la semaine. Et c'est un outil qui est... alors, pour les anciens,
ils n'y sont peut-être pas obligatoirement. Pour ceux qui sont passés par les filtres et les feeds depuis 4-5 ans, on prend leur adresse email et on les met systématiquement. Donc ils les reçoivent systématiquement, ils peuvent se désabonner s'ils le désirent, mais tous les vendredis, ils ont la revue de texte et la revue juridique hebdomadaire. C'est quand même un outil qui n'est pas anodin. Voilà, alors cette plateforme, vous avez la même donc, au niveau de la gestion et technique opérationnelle. Alors, ce qui est quand même assez... alors, il y a quelque chose, il y a quelques produits dessus, hein, mais il n'y a pas pléthore. Quoi, hein, en fiche pratique, je ne sais pas s'il y en a. Je ne suis pas allé dessus sur celle-là. Bon, il y en a deux. Bon, il y a peu de choses. Il y a peu de choses. C'est quand même paradoxal. C'est quand même le cœur de notre métier. Quoi. D'accord ? Donc, le but de vous réunir aujourd'hui, c'est vraiment de constituer ce réseau. Alors, pour vous inscrire, on vous a donné des feuilles. D'accord ? Il y a une boîte à la sortie, vous mettez vos coordonnées et vous rentrerez ipso facto. Vous aurez vos clés de lecture et vos clés pour y aller et vous pourrez participer à ces réseaux. Il existe certaines plateformes où certains réseaux souhaitent être plus, plus cachés. Voilà. C'est le cas du Retex. Je parlais du Retex tout à l'heure. Si vous allez sur la plateforme Retex, vous avez très peu de choses. Vous avez, on va y aller, vous allez avoir celle du SDIS, les Retex du SDIS 42 ou 45, un certain nombre de petites choses qui existent dessus. Documents, voilà. Vous avez un certain nombre de... Donc on les a classés, on les a architecturés, mais il y en a quelques-uns, mais pas autant que ce que l'on souhaiterait. Le groupe a souhaité avoir un réseau plus fermé. Donc on a créé, on a des agoras, enfin ce qu'on appelle des sites un peu fermés qui sont raccrochés à chaque plateforme et vous pouvez trafiquer en back-office, pas en front-office, en back-office sur ces outils-là. Ça, on peut le mettre à votre disposition. Et d'ailleurs, celui du Retex fourmille d'informations, alors qu'en front-office, c'est-à-dire en visible par le Vulgum Pecus via Internet, il n'y a presque pas grand-chose. Mais en interne, il y a énormément de choses. On a compris toutes les limites de l'Internet. Et donc, dans le cadre de l'analyse de ces limites, on s'est dit qu'il faut aller plus loin et mettre à disposition des SDIS, mais de manière beaucoup plus fermée. Donc, on ne pouvait pas faire un Internet, premièrement. Et puis, deuxièmement, on ne pouvait pas l'ouvrir à tous les officiers de sapeurs-pompiers ou à tous les pompiers, parce que là, c'était plus quelque chose de fermé, c'était quelque chose de beaucoup trop ouvert. Donc, on est en train de, comme je vous le disais, de créer un dernier outil qui est le DataSDIS. Alors, le DataSDIS, c'est un équivalent de cela, mais fermé au grand public et avec 3 ou 4, on pense 5 ouvertures par SDIS, qui recueillera l'ensemble des documents structurants des SDIS, les Retex et la base de données RCCI. Voilà. Donc c'est un outil que j'avais conçu et que nous co-construisons, même si c'est nous qui l'animons, même si c'est nous qui le finançons, même si c'est nous qui allons le mettre en œuvre. En tout cas, dans la structuration, nous le co-animons avec la direction générale. Il y aura une charte d'utilisation. Enfin, voilà, cet outil-là sera à disposition de chacun de vos directeurs. Voilà ce que j'avais à dire sur le portail national. Alors, les plateformes ne sont que ce que les communautés métiers en font. D'accord ? Si on a des communautés métiers qui n'ont pas envie de faire avancer le schmilblick, ça n'avancera pas. Si la communauté métier a véritablement envie de dynamiser, ça avancera. Voilà. Le but, c'est vraiment de vous réunir. Alors, on peut difficilement vous réunir physiquement tous les mois, donc on essaiera de faire une journée professionnelle tous les ans et demi pour que vous vous réunissiez, mais mettre à votre disposition un outil collaboratif qui vous permet de vous réunir virtuellement, ou en tout cas d'être sur les mêmes sensibilités, de vous apporter sur les mêmes sensibilités un outil qui vous permette également de produire. Alors, évidemment, cet outil aussi, il vous pousse à produire. Il y en a beaucoup parmi vous qui, au sein de leurs SDIS, produisent des choses dans la spécialité qu'est la vôtre, entre guillemets. On ne va pas parler de spécialité pour l'incendie, mais dans la spécialité qu'est la vôtre, entre guillemets, il y en a qui produisent, et qui produisent depuis longtemps.
cet outil vous permettra de mettre en valeur ce que vous produisez et en tout cas de le mutualiser avec les autres. Voilà. Et puis il ne faut pas hésiter. Hein. C'est vrai que la production, c'est un peu se mettre, une production écrite, c'est un peu se mettre en avant, c'est prendre des risques. Hein. Mais si vous ne les prenez pas, vous les prenez avec l'idée derrière que d'autres critiqueront ce que vous avez produit pour avancer un peu plus, quoi. Donc il ne faut pas hésiter à se mettre en avant et à s'exposer. L'écriture, c'est toujours s'exposer. Et chez les pompiers, on a un peu de difficulté avec ça, mais il ne faut pas hésiter. D'accord ? Voilà un peu la dynamique qu'on vous propose en matière d'outils collaboratifs. Il y en a pas mal déjà dans la salle qui... Je fais allusion aux camarades Lecoq dans le domaine du Retex et à d'autres qui travaillent déjà avec cet outil collaboratif et ça fonctionne. Ça fonctionne et de plus en plus. Alors on est passé on a eu des débuts très lents et maintenant les gens qui ont l'habitude n'hésitent plus maintenant à produire et à mettre soit des fiches réflexes, soit des fiches pratiques, soit carrément des articles de fond et ça fonctionne bien. Et à partir du moment où vous accepterez l'idée de partager et d'écrire ce que vous faites de manière anecdotique ou de manière confinée dans vos SDIS, eh ben, la spécialité progressera. Voilà, merci. Donc vous remplissez vos feuilles pour ceux qui veulent et puis vous les déposerez dans le petit carton qui est à l'entrée là-bas. La personne référente qui anime cette affaire s'appelle Sabrina Cervera. Elle est dans mes équipes et elle est très dynamique et très disponible pour répondre à vos questions. Merci de votre écoute. Bien, bonjour à tous. L'idée globale, en fait, par rapport au PNRS, c'était d'aller voir, donc, tel que moi j'ai voulu répondre à la commande, ça a été d'aller voir les SDIS. Alors, dans les SDIS, il y a déjà des gens qui pratiquent le sauvetage de sauveteurs. Donc, c'est la première population que j'ai évitée, parce que là, forcément, on va être confronté à des gens qui ont ou déjà une opinion, déjà des techniques, déjà des propositions, mais c'était aussi d'aller voir les SDIS qui ne le pratiquent pas pour voir, eux, quelles étaient leurs interrogations, voir comment le PNRS pourrait répondre à leurs questionnements. Alors, ce qui fait que la présentation que vous allez voir, c'est à la fois je dirais un peu un point d'étape de ce qui existe, les influences fortes qu'il y a au niveau français et notamment par rapport au service de secours aux États-Unis. Et après, c'est de poser les questions en fait que les interlocuteurs m'ont renvoyées en me disant si demain le PNRS est capable d'offrir ce genre de service, voilà nous déjà les premières questions auxquelles on aimerait répondre. Il y a une autre population en fait que j'ai rencontrée, ce sont des gens qui eux ont eu la malchance en fait d'avoir soit à gérer un accident, soit de le subir, étant eux-mêmes pris dans l'intervention, et eux aussi en fait avaient des questions et notamment s'apercevaient souvent que ce qui leur est arrivé n'était pas forcément prévu dans le livre, donc ça c'est une chose, mais c'est surtout que personne ne s'y attendait et les personnes qui étaient sur les lieux n'avaient pas forcément de réponse immédiate à apporter parce que leur structure n'avait pas forcément prévu l'événement tel qu'il se présentait à eux. Donc ça, on va le développer. La première chose, c'est 2 niveaux de compétences aujourd'hui sont à la fois identifiés dans de nombreux corps à travers le monde, mais également c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les SDIS qui se sont un peu lancés dans l'aventure. Il y a la notion de sauvetage de sauveteurs. Alors on a essayé de la définir avec eux. C'est une action coordonnée mettant en œuvre plusieurs sauveteurs qui ont été entraînés spécifiquement pour ça, sous l'autorité d'un commandant des opérations de secours et visant à porter secours à un ou plusieurs sauveteurs en détresse. Donc ça c'est une des premières étapes. Et la deuxième, certains SDIS, eux, ont pris une autre porte d'entrée qui est plutôt la notion d'autosauvetage, c'est-à-dire une action individuelle ou au sein d'un binôme permettant à un sauveteur en détresse de se soustraire à un danger imminent par ses propres moyens ou ceux de son binôme. Donc en fait, c'est vraiment d'une première partie de se dire on forme des gens qui seront spécifiquement entraînés pour aller chercher un sauveteur qui est coincé à l'intérieur, en sachant que la particularité d'aller chercher un collègue qui est coincé dans une structure, c'est que généralement on est à un moment d'intervention qui est relativement critique. Ce sont des personnes qui généralement sont dans des endroits de la structure qui sont assez éloignés, et ça c'est le retour d'expérience qui nous le dit. À l'inverse de l'autosauvetage, c'est généralement une réponse immédiate à une crise soudaine. C'est-à-dire que un phénomène thermique se déclenche, j'ai la fenêtre à côté, je sais que la seule issue que je vais avoir, c'est la fenêtre. À l'inverse, que
lorsqu'on s'aperçoit que quelqu'un manque à l'appel, il va falloir faire des recherches, il va falloir redimensionner en fait tout le système pour pouvoir le ressortir de la structure. Alors, quand on retrouve l'historique, en fait, aux États-Unis, on voit énormément de vidéos, il y a énormément de choses qui sont écrites. Il faut savoir qu'en fait, le software, son écriture, elle date du début du siècle précédent. 9 janvier 1912, en fait, il y a eu un feu à Manhattan dans une banque. De nombreux pompiers en fait périssent, ainsi que des civils. Et à un moment, les pompiers localisent 2 personnes qui sont coincées dans la banque suite à un effondrement. Sauf que c'est une banque, c'est-à-dire que c'est un bâtiment relativement solide, il y a des barreaux. Et les pompiers, en fait, mettront 3 heures à sauver ces 2 personnes et à les ressortir vivantes. Le chef des pompiers de New York à l'époque se dit il n'est pas normal qu'on mette autant de temps à sortir des gens qui, matériellement, sont presque à portée de main. Donc ça, c'est en 1912. En 1914, il a mis en place en fait ce qu'on appelle la première rescue. Alors aujourd'hui, ce qu'on connaît souvent aux États-Unis, c'est les camions les plus lourds, hein, les rescue, heavy rescue. Et la première unité donc a été montée sur Manhattan. Et l'idée, c'était de former des pompiers qui auraient en priorité la charge d'être capables de pénétrer dans les structures, de soulever des charges. Alors bon, quand on voit un peu ça, nous on l'apparente assez vite au SD. Donc en fait, c'est aujourd'hui des engins dans lesquels vous avez du matériel de SD. Ce sont des pompiers qui sont entraînés sous aérie à travailler, mais avec des contraintes fortes. Et aujourd'hui, ces engins-là vont même plus loin parce que souvent on regroupe en fait en unités spécialisées dans ces engins des plongeurs, des grimpes, c'est-à-dire d'essayer de répondre à une multitude de situations de façon à être optimum. Alors là, il y a aussi une petite chose, c'est que souvent, et ça c'est les interlocuteurs que j'avais au téléphone, ou que je voyais, me disaient oui, mais aux États-Unis, ils ont des pompiers qui ne font que ça. Alors ça, c'est une image d'Épinal. En fait, il serait très difficile pour un corps de pompiers d'être capable de mobiliser des engins et du personnel juste pour attendre l'accident et de se dire on va aller chercher quelqu'un en structure. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas d'équipes qui ne font que ça à l'année. Donc en fait, cette charge, elle est donnée au rescue et elle répond à un texte. Alors il faut savoir qu'aux USA, il y a un cadre réglementaire, c'est la norme NFPA 1407, donc Standards for Training Fire Service Rapid Intervention Team, qui définit comment on va former des pompiers au sauvetage de sauveteurs et qui définit le niveau d'encadrement qui va être requis pour les personnes qui vont enseigner en fait ces choses-là. Le principe de rescue, c'est-à-dire d'avoir des unités relativement lourdes qui sont capables de remplir ces missions-là, il faut savoir aussi que ça se limite qu'aux grandes villes. C'est-à-dire que si vous allez à New York, vous allez à Chicago, vous allez en voir. Maintenant, vous allez en milieu rural, vous ne trouverez personne. C'est un engin qui arrivera en supplément. Alors ça, c'est ce que dit notamment la norme. C'est-à-dire à partir du moment où tous les engins qui ont été prévus par rapport au départ type sont utilisés, on se doit d'envoyer un engin supplémentaire pour garantir la sécurité des pompiers. Ça, c'est la base du texte, et c'est comme ça en fait qu'on entend souvent. Alors après, il y a le concept du two in, two out, c'est-à-dire dès lors que j'ai 2 pompiers à l'intérieur, je dois en avoir 2 à l'extérieur pour subvenir à leurs besoins. Si on arrive à le tenir, enfin si eux arrivent à le tenir grosso modo dans les grandes villes, il faut bien se douter qu'au fin fond de certains États, c'est impossible. Donc là aujourd'hui, pour répondre à ce texte qui a été revu en 2015, il y a des chartes de mutualisation de moyens qui sont en train d'être signées de façon à obliger les corps de pompiers à travailler en collaboration avec leurs voisins. Parce que là-bas, voilà, la réglementation fait qu'on peut avoir un feu de pavillon et en fait on s'arrête à la limite de son comté. De l'autre côté de cette limite, on n'est plus chez soi et on ne va pas éteindre le feu. C'est vrai que de notre point de vue, ça peut paraître dur, mais voilà, c'est le système américain. Et après, en fait, dans leur organisation hiérarchique, il y a 2 niveaux qui sont importants, qui est le RIC, c'est le Rescue Intervention Crew, c'est-à-dire que là, c'est une unité qui est constituée, et cette unité, elle a un chef, donc qui est le Rescue Officer, qui lui va rendre compte à la fois ce que nous, on prendra comme COS, et qui travaille de concert aussi avec le Safety Officer, qui est l'officier sécurité, qui là aussi, aujourd'hui, est une obligation pour eux, parce que c'est dans les textes, et pareil, à partir du moment où tous les moyens engagés sur une alarme sont utilisés, on se doit de mettre un Safety Officer, c'est un officier sécurité qui, lui, va juste prendre du recul, ne commandera rien, et rendra compte uniquement au COS. Donc eux ont un cadre réglementaire, notamment revu 2014 et 2015, qui est assez fort, et qui va engendrer, notamment pour un certain nombre de corps de pompiers, soit de la mutualisation, soit de revoir leur procédure opérationnelle en interne. Le concept américain, alors là on va rebondir sur ce qu'on disait avant, eux ils ont une démarche qui est différente, c'est à chaque fois qu'il y a un accident, c'est une analyse systématique avec un certain nombre d'organismes, il y a l'OSHA, il y a le NIST qui vont apporter un regard scientifique, et après il y a des équipes au niveau national qui vont être chargées de mener l'enquête. Une des règles qu'ils ont, c'est que sous 3 jours, ils doivent être à même de sortir, on va dire, plusieurs feuillets qui vont expliquer les premières informations qu'ils ont. Alors ça, c'est un
un truc très simple, c'est de couper court à la rumeur. C'est de dire l'accident a eu lieu, nous on vous le confirme, on vous confirme où c'était, à quelle heure c'était et avec qui c'était, et on commence à travailler dessus pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et après, ils se doivent en fait de sortir, alors pour ce qui est de l'organisme, enfin, des organismes d'État, de sortir un rapport complet, et ce rapport au regard de la loi, il doit être consultable par tout usager de service public. Donc si aujourd'hui vous vous connectez sur ces sites-là, donc le OSHA et le NIS par exemple, vous aurez la totalité des comptes rendus d'accidents des années passées. Et là-bas, vous avez le nom du chef d'AVEL, vous avez le nom de la personne qui était dedans. Il n'y a aucune information qui est masquée. Et par contre, dedans, apparaissent, au regard des circonstances, apparaissent un certain nombre de recommandations qui sont proposées au corps de pompiers qui est impliqué, de façon à ce que ça ne réarrive pas. Alors, il faut savoir que dans leur histoire, il y en a un qui a fait énormément de mal. C'est celui qui a eu lieu à Phoenix, en Arizona. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, le corps de Phoenix avait déjà mis en place, c'est un corps qui a une culture de la sécurité qui est assez développée, et à l'époque, ils avaient déjà mis en place tout un tas de règles de façon à être capable d'intervenir au cas où il manquerait quelqu'un à l'appel. Sur un feu de supermarché, ils ont perdu un binôme. Sur le binôme, il y en a un qui a réussi à ressortir tout seul, et il y a un des pompiers en fait, qui s'est retrouvé bloqué dans la structure et qui a dit voilà, je pense me trouver à peu près à tel endroit, je me mets dans une zone de survie, venez me chercher. Donc là, ils ont déclenché leur machine qui était censée répondre à ce genre de situation. Et là, ils ont découvert que non seulement leur machine ne fonctionnait pas, mais qu'ils se sont retrouvés à un moment avec 12 demandes de secours au sein du bâtiment par rapport à toutes les équipes qu'ils avaient engagées. Donc ça a été une remise en cause totale du système en fait, de sauvetage de sauveteurs aux États-Unis, parce que c'est de dire, grosso modo, si on veut sortir une personne à minima, il faudra en engager 4. Si on veut en sortir 2, il faudra en engager 8. Pourquoi? Parce qu'un pompier, quand on va le chercher, qu'il est inanimé, il pèse plus lourd. Et généralement, il est parti dans des cheminements qui sont plus compliqués. Voilà. Donc, suite à cette intervention-là, alors ça, vous trouvez, il y a 3 rapports, hein, vous trouvez la totalité sur Internet. La norme NFPA a été changée et tout le cadre réglementaire a fait l'objet d'une évaluation. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où on a quelqu'un qui manque à l'appel, on part du principe qu'il faudra au moins 4 personnes pour l'aborder et il faudra au moins 4 personnes pour le sortir. Alors si on fait le pendant en termes d'information au niveau français, aujourd'hui c'est vrai qu'on trouve très peu de rétex qui traitent d'accidents. Si on lit Allo 18, les derniers accidents, notamment celui d'Anières, quelque part sont pas décortiqués, hein, mais il y a un certain nombre de points factuels qui sont posés, et on reverra, parce que c'est notamment là où il y a un certain nombre de personnes qui m'ont dit qu'il est important justement de dire aux personnes qui seront là que ça ce sont des points qui sont difficiles à résoudre, parce que notamment il y a l'humain, il y a l'affectif qui joue dedans, et que ça c'est pas facile à gérer dans l'instant. Alors en France, en fait, il y a longtemps qu'on parle de sauvetage de sauveteurs, parce que si on remonte, alors sans aller jusqu'au RIM, mais si on prend juste le GNR AERI, dedans il y avait déjà à l'époque la notion de binôme de sécurité. Alors à chaque fois on disait oui, mais c'est difficile à mettre en œuvre, mais pourtant la notion était déjà là, c'est-à-dire qu'il y avait déjà cette mesure de prévention, de dire si jamais on a un site, on doit avoir des équipages qui sont prêts à intervenir. Le rapport Pourny s'en est fait écho aussi en amenant un certain nombre de recommandations par rapport au fait d'entraîner des personnels à être capables d'intervenir rapidement en fonction de la situation. Et aujourd'hui, dans les réacs qui sont sortis, on retrouve la notion de formation, une formation adéquate à l'attention des personnels pour être à même à la fois de se sortir d'un problème, mais également de faire partie d'une équipe qui sera à même d'aller chercher un collègue qui est pris à l'intérieur. Alors là aussi, il y a une chose, c'est que j'ai mis une photo du BMPM, c'est-à-dire que les feux de navire, on s'aperçoit que depuis très très longtemps, eux ont cette problématique, c'est de se dire que se passe-t-il si j'ai un collègue qui reste coincé quelque part. Parce que autant entraîner quelqu'un sur 10 mètres sur le sol, bon, ça va être à peu près gérable. A l'inverse, si on a quelqu'un qui est coincé au fond d'un navire, ça va être très très compliqué d'aller le chercher. Et là, quand on regarde, on va souvent chercher des méthodes sur YouTube, chez les Américains, mais des fois il ne suffit pas d'aller très loin, il suffit d'aller au BMPM et de s'apercevoir que voilà, il y a un certain nombre de techniques qui ont déjà été développées, déjà un certain nombre de difficultés qui ont été analysées, et je pense qu'on a déjà quand même pas mal de ressources en France si on va avancer dans le domaine. Alors le premier niveau, c'est quoi? C'est l'autosauvetage, donc c'est anticiper par une attitude préventive, c'est-à-dire c'est prendre conscience des risques, c'est se dire que demain ça peut arriver. 2, c'est éviter de se mettre dans une situation dangereuse. Ça veut dire qu'il y a un moment, il faut être raisonnable. Le coût de la vie d'un pompier, ça ne vaudra jamais le coût d'une maison. Donc il y a un moment, il faut accepter de dire, eh ben, on ne sauvera peut-être pas tout.
La troisième chose, c'est de développer sa condition physique. À partir du moment, tous les SDIS qui ont commencé à mettre en œuvre du sauvetage de sauveteurs nous ont fait la remarque. Il y en a certains, ils ont commencé à avoir des accidents bénins, des tours de rein, des gens qui se faisaient mal au bras, des gens qui se soufflaient dans les aéries. Donc ça veut dire qu'il y a une véritable capacité à développer au niveau physique, parce que c'est physique. On est équipé, on est lourd, et on va aborder des gens qui sont lourds, qui sont d'autant plus lourds qu'ils sont parfois inanimés. C'est savoir faire une lecture bâtimentaire, une lecture du feu, qui soit correcte. Alors là, je renverrai au système feu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on forme correctement, à être capable d'analyser un bâtiment, alors je n'irai pas l'intermédiaire de tout ce qui est PAO, et également de faire une lecture du feu et des fumées qui soit correcte, cette attitude préventive va prendre toute sa valeur, parce que du coup, on sera capable d'évaluer jusqu'où on peut aller. Et après, c'est appliquer les règles de sécurité avant l'engagement. Là aussi, on s'aperçoit, et ça c'est le retour d'expérience qui nous le dit, que malheureusement, trop souvent, on s'aperçoit qu'avant de rentrer, le pompier avait laissé une ouverture au problème. Après, il y a une chose, c'est le petit dessin qui est là, qui est de Paul Comte, qui est un pompier et qui est dessinateur, et qui est toujours un peu taquin sur les pompiers. Là, on a un pompier qui est emmêlé dans des fils, et il a deux options. Il a un petit diablotin qui lui dit bon, grosso modo, t'es pas un trouillard, hein, ça va le faire. Et l'autre lui dit sois raisonnable, il serait peut-être temps de demander de l'aide. Ça aussi, c'est une des problématiques. Vous verrez qu'en termes de retour d'expérience, à la fois en France mais également à l'étranger, on s'aperçoit globalement que quand le pompier demande de l'aide, il est souvent trop tard. C'est-à-dire qu'il est déjà rentré dans une temporalité où il va être difficile d'accéder jusqu'à lui et de ressortir dans des conditions viables. Donc ça, c'est difficile à faire passer aussi parce qu'il faut oser demander. Alors après, dans l'autosauvetage, les formations, on trouve quoi? C'est progresser dans des volumes restreints, c'est être capable de se repérer en temps réel. C'est des choses toutes simples, c'est de se retrouver emmêlé dans un fil et de se dire comment je peux faire pour me sortir de ce fil-là, quelle tactique ou quelle technique je peux mettre en œuvre. C'est être capable aussi, quand on veut essayer de se sauver d'une situation, c'est diminuer son gabarit, c'est-à-dire qu'on a un volume au départ, mais il faut savoir que quand on commence à réfléchir, on est capable d'amenuiser ce volume, de le rendre un peu moins accrocheur. Alors là aussi, on s'aperçoit que si vous allez voir des plongeurs qui plongent sur les épaves, eux ont tout un tas d'enseignements, parce que quand ils rentrent dans une masse métallique qui est en décomposition, il est hors de question qu'ils restent accrochés où que ce soit. Donc ça veut dire que quand on voit aujourd'hui certains équipements où il y a plein de choses, plein de fils sur le pompier, on se dit grosso modo c'est un bon moyen de l'accrocher quelque part. Donc ça veut dire qu'il va peut-être falloir aussi travailler sur nos tenues, sur notre matériel, de façon à le rendre plus fluide, moins accrocheur. Et après, il y a une chose qui est difficile, c'est garder son calme et évaluer la situation en temps réel. Et là, grosso modo, hormis s'entraîner, il n'y a pas de solution. Parce que là, oui, on peut se dire ici, on le fera, mais quand on y sera confronté, ce sera plus difficile. Et l'autosauvetage, c'est quoi? C'est capable d'évacuer à partir du moment où il y a un événement qui est soudain et qui, grosso modo, a une puissance qui est telle qu'on ne pourra pas le supporter. Donc là, on voit, ça c'est une manœuvre en fait qui ne se déroule pas très bien. Donc au bout d'un moment, les gens qui organisent la manœuvre se dépêchent de sortir. Et ça veut dire que derrière, il faut être capable d'identifier à la fois des itinéraires de repli, des itinéraires de secours. C'est-à-dire que là aussi, en fait, dans la formation, c'est d'être capable de faire entrer le fait que c'est pas forcément par là où on est rentré qu'en cas de problème, on va ressortir. Là, j'en vois aussi, quand on fait des évacuations en prévention, généralement, la personne qui est rentrée va essayer de ressortir par là où elle est venue. Et parfois, ce n'est pas le chemin le plus sain. Et après, ce que je vous disais, le message de détresse, c'est de savoir oser. Alors ça, c'est aussi marqué dans certains pays, notamment en Allemagne et en Angleterre, où il est bien spécifié dans les formations qu'il faut oser demander du secours. Parce qu'à partir du moment où on demande de l'aide, ça veut dire que quelque part, et là c'est le problème de l'humain, on reconnaît une faiblesse. Et il n'est pas toujours facile de reconnaître ses faiblesses, d'autant plus dans cette situation-là, on se dit non, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Non, il est beaucoup plus facile, plus tôt ça sera fait, mieux ce sera, de demander de l'aide tout de suite que d'attendre. Et ça aussi, c'est une réaction forte par rapport au retour d'expérience. Passer un message d'urgence, c'est pas facile non plus aussi, c'est dire où je suis, qui je suis, qu'est-ce que je faisais, quelle est ma problématique, c'est connaître son matériel radio. Alors là aussi, retour d'expérience, un binôme qui est coincé et qui appuie sur le bouton de détresse d'une radio en terrestre. Qu'est-ce qui se passe? Eux ne savaient pas ce qui allait se passer. Parce que le premier qui a répondu, c'est quoi? C'est un policier. Donc le policier en répondant, en fait, a bloqué le réseau. Donc c'est le policier qui était en pleine discussion avec le pompier. Et qui, lui, ne comprenait pas que le pompier était bloqué. Donc ça veut dire que là, il faut aussi comprendre, utiliser et savoir gérer le matériel que l'on a. Et puis après, il y a aussi la balise sonore qu'on trouve aujourd'hui sur les aéries. C'est de savoir
la déclencher, savoir où elle se trouve. Là, dans vos 10, il y a un petit jeu tout simple, hein, c'est que vous apercevez quand vous demandez à des équipes de fermer les yeux et de poser virtuellement la main sur leur balise, bah, vous apercevez que tout le monde ne pose pas la main au même endroit. Ce qui veut dire que bah, dans une situation de stress, dans une situation où les gens sont pris dans des câbles, des choses comme ça, et bah, il n'y a pas forcément la vacuité à réussir à déclencher sa balise. L'autosauvetage, c'est aussi, et ça c'est la dernière étape, c'est que si on n'arrive pas à ressortir, si on est bloqué, bah, c'est savoir survivre dans la structure. Donc il va falloir commencer à économiser son air. Il faut savoir qu'on ne consomme pas la même chose debout, assis, allongé, et que quand vous allongez un pompier qui est dans une situation de stress, au final, il consommera plus d'air allongé qu'il en consommera assis. Adapter sa position, c'est chercher des points de repère qui permettront d'indiquer à ceux qui vont venir de nous retrouver le plus rapidement possible. Essayer de se signaler, ça peut être taper sur le sol, ça peut être taper sur les cloisons, c'est faire du bruit, c'est pour certaines radios les monter au maximum parce que si jamais il y a un sauveteur qui est dans l'environnement, on va produire du larcène, donc on va savoir qu'on se rapproche. Et si vraiment on est trop stressé ou qu'il fait trop chaud, bah, ne pas hésiter à se coucher au sol pour respirer. Et là aussi c'est difficile. Retour d'expérience, c'est que quand on est dans une situation de stress importante, bah, quand on s'allonge par terre, on est vulnérable. Et pourtant, bah, c'est parfois l'endroit refuge qui permettra en fait de gagner un peu de temps et de consommer un peu moins d'air si on arrive à se détendre. Deuxième niveau aujourd'hui qui est proposé, c'est le sauvetage de sauveteurs. Donc là, il est clair, c'est localiser et extraire un binôme ou un équipier. Donc ça veut dire que c'est du travail en équipe constituée, ça veut dire savoir progresser en groupe au sein d'une structure, c'est être capable de localiser une victime rapidement, c'est la préparer à son évacuation avec ou sans matériel, par les communications existantes ou par une fenêtre. Et là, quand on le met en œuvre dans sa globalité, on s'aperçoit que ce n'est pas facile. Si vous voulez faire rentrer 4 personnes les unes derrière les autres dans la même structure, le cheminement peut être compliqué, la communication peut être compliquée, et arriver sur la victime, parce que là du coup on va arriver sur un collègue mais qui est victime, et ben, il faut être bien organisé, il faut savoir qui va faire quoi. Et si dans les gestes de prompt secours, quand on prend le cas d'un équipage de SAB, ben, on peut avoir un travail qui est bien réglé, il est beaucoup plus difficile de l'avoir quand on est dans la fumée, quand on est dans le noir, quand on est en situation de stress, qui commence à faire chaud. Ça veut dire que il y a un travail, et ça c'est aujourd'hui un des retours, c'est que ça c'est rarement fait, mais il y a un travail de coordination et de communication à développer, de façon à ce que ces équipes-là, quand elles sont à l'intérieur, elles soient le plus efficaces possible. Surtout que dans notre système et en termes de retour d'expérience aujourd'hui, on s'aperçoit que les 3/4 du temps, on engage un binôme ou 2 binômes qui sont dissociés. Et là, les retours des pays étrangers nous disent qu'il vaut mieux engager tout le monde tout de suite parce qu'à 4, on est quand même beaucoup plus fort. On sent mieux l'environnement, on a beaucoup plus de repères, on est plus efficace. Alors, pour essayer de donner un exemple de bonne pratique, alors j'ai pas pu mettre tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont répondu, qui ont pris le temps à la fois de m'expliquer leurs problématiques, de me faire part de leur retour d'expérience. Alors j'ai essayé de trouver 4 exemples concrets. J'ai rajouté nos amis belges, je vous expliquerai pourquoi après. Et après 3 SDIS qui ont eu des démarches, alors sur le fond communes, mais qui pour les atteindre ont pris des chemins qui sont un peu différents. Le SDIS 17, 18 janvier, donc Charente-Maritime, 18 janvier 2010, le sergent Sébastien Couturier perd la vie sur un feu d'entrepôt frigorifique. Derrière, enquête du bureau prévention accident, enquête qui émet un certain nombre de préconisations et qui, fort aussi de ce qui avait été écrit pour le rapport fourni, dit qu'il pourrait être intéressant de continuer ou de développer la notion de sauvetage de sauveteur ou d'autosauvetage. Donc dans l'ensemble des démarches et la mise en place de la formation d'autosauvetage, l'objectif c'est quoi? C'est à terme de développer des techniques d'abordage, de conditionnement et d'extraction d'un sauveteur. Donc ça c'est la deuxième étape. La première étant de donner à chaque agent du SDIS une capacité à se sortir d'une problématique qu'il rencontre à l'intérieur d'une structure. Les premières formations ont débuté en 2013. Aujourd'hui ils ont 30 formateurs. Ils ont réussi à former 300 sapeurs-pompiers professionnels et 90 SPV. 900 FCV, il manque 15 €, autant pour moi. Aujourd'hui, il leur reste encore 1000 sapeurs-pompiers volontaires à former et ils vont commencer le sauvetage de sauveteurs. Eux sont partis grosso modo sur des modules de 4 heures et d'enseigner des techniques qui soient simples. Alors ça c'est, j'ai un problème, je suis à l'étage, je ne peux pas me jeter, j'enlève mon matériel et je me soustrais au flux thermique en me mettant à la fenêtre. Le but étant c'est qu'aussi là je me signale et l'idée c'est qu'on vienne m'aider le plus rapidement possible. C'est d'utiliser des outils assez simples. Donc là c'est un système modulaire. C'est basé sur des matériaux de récupération, donc ça veut dire que dans le contexte économique aujourd'hui, c'est quelque chose qui est facile à faire et qui n'impacte pas le budget. C'est facile à implanter, c'est démontable,
Et il faut savoir qu'aujourd'hui en Charente-Maritime, tous les CSP en fait se sont équipés d'un module à peu près similaire. Alors comme c'est fait sur des matériaux de récupération, c'est pas à l'identique, mais globalement c'est quoi? C'est d'être capable de mettre un sapeur-pompier dedans et de lui demander de cheminer avec un certain nombre de contraintes et de se rendre compte que quand on commence à descendre une rampe, il y a des sensations, il y a l'aérie qui nous emmène, nos centres de gravité il est différent. Quand on essaye de passer à travers un passage qui fait 40 cm de large, il y a un moment, il faut se torturer pour réussir à passer. Voilà, c'est de développer tout un tas de réflexes, en fait, simples et sur une base qui soit peu coûteuse. C'est proposé après des éducations rapides. Alors ça passe par le positionnement préventif des chats à la coulisse au niveau des sortants. Et puis de dire que vraiment dans l'urgence, il n'est pas si compliqué de s'extraire, mais c'est surtout qu'il faut rapidement se soustraire au flux thermique. Donc c'est aussi un peu des épreuves de cran, c'est aussi travailler un peu sur le mental, c'est aussi un peu travailler sur le physique, ça permet de mieux se connaître et de donner des billes à l'agent en cas de problème. Et l'objectif global de cette formation, c'était de proposer un maximum de solutions sur un temps relativement court. Un autre exemple, donc la Loire-Atlantique. Alors la Loire-Atlantique, petite particularité, il y a une culture de formation en Ferrel depuis 1988. Le SDIS avait fait le choix de se doter d'une maison à feu de classe A, donc qui aujourd'hui a été remplacée par des simulateurs sur les bases de containers. Et ça veut dire que déjà il y avait une culture du risque qui était sans doute un peu différente. 2003, première expérimentation de formation d'autosauvetage et de sauvetage de sauveteurs sur des filles de sapeurs-pompiers professionnels. L'idée étant à l'époque, c'est d'essayer de lancer le concept d'une sécurité accrue au niveau des interventions et de la faire cheminer, mais sans contrainte, c'est-à-dire sans contrainte d'achat de matériel, sans contrainte de nouveaux règlements de manœuvre ou quoi que ce soit. C'est d'essayer de l'inclure, et notamment ce qui a été fait pour les premiers stagiaires, ça a été de leur dire on ne vous donne pas de technique, essayez vous-même de trouver la technique. Et on s'aperçoit que les techniques de base, quand on met en activité un binôme, et très rapidement il trouve la solution. On n'a pas forcément besoin de lui montrer la technique. Au bout d'un moment, il se rend compte que on a des facilités quand on attrape le dossard, que c'est quelque chose de plus solide, que si on décide de prendre la ceinture et puis de la passer entre les jambes, du coup ça permet de faire une sorte de harnais. Voilà, et à l'époque, au tout début, ça a été initié comme ça, en les mettant en fait vraiment au cœur du dispositif. La deuxième chose, suite notamment à des incidents sur des appareils respiratoires isolants, il y a eu une étape qui a commencé à suivre, c'est proposer aux gens de savoir se repérer sur intervention, mettre en œuvre des techniques d'autosauvetage en utilisant toutes les ressources existantes. Pourquoi? Parce que quand on regarde tout ce que l'on emporte, alors là c'est la cagoule de survie, une cagoule de survie on est capable de la donner à quelqu'un qu'on va chercher dans son appartement, mais ça peut être aussi utile à un pompier. C'était aussi de se poser la question, est-ce que si on veut la mettre, on est obligé d'enlever son casque, son masque, ou est-ce qu'on ne peut pas aller la mettre directement sur le masque, en enlevant la SAD, des choses comme ça. Donc ça a été développé, alors juste faire prendre conscience qu'on a déjà tout un tas d'outils qui sont salvateurs sur nous. Prendre conscience de la valeur du binôme, parce que quand on commence à être tributaire de l'air qui nous est distribué par notre collègue, c'est plus la même chose que quand on a notre propre air. C'est-à-dire que là, le binôme, il faut qu'il soit extrêmement soudé. Donc ça a développé aussi ces valeurs-là. C'est être capable de faire face à une déficience du matériel, parce que ça arrive aussi, des fois ça casse, des fois il y a des choses qui tombent, donc comment on peut faire pour ne pas partir en panique et puis continuer à avoir de l'air de manière sécuritaire et puis réussir à sortir. Et puis c'était en parallèle de continuer à offrir une formation incendie qui permette d'avoir une attitude préventive par rapport à l'incendie. Actuellement, tous les niveaux en fait, des personnels, à la fois des équipiers, des chefs d'équipe, sont passés peu ou prou dans ce système-là, alors à différents niveaux. A été construit aussi un parcours, alors là pas un parcours modulaire comme on a vu pour la Charente-Maritime, mais c'est quoi? C'est de reconstruire des volumes qui ressemblent soit à des appartements ou à des petites PME. L'idée étant, c'est que quand le stagiaire manœuvre dedans, donc lui il est occulté, l'ensemble de ses collègues qui le regardent travailler puissent apprendre de lui. Donc je comprends, tiens, là il est embêté, pourquoi il est embêté? Ok, ça je l'analyse, et puis quand je vais passer, je vais essayer de ne pas retomber dans le même travers, je vais essayer d'évoluer. Alors là aussi c'est difficile parce qu'il faut essayer de travailler sans jugement, mais à la fin on s'aperçoit qu'il y a une émulation globale qui permet en fait d'amener de l'enrichissement et puis parfois d'amener de nouvelles techniques, d'amener de nouvelles réflexions, alors qu'ils peuvent aussi repartir vers les services logistiques, vers les services opérations.
Pour les centres de secours, c'est utiliser les ressources locales. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a beaucoup de bâtiments qui sont inutilisés, donc vers lesquels on peut se pencher. Parfaire ces techniques donc, sur ce genre de site. C'est-à-dire que quand on a notamment les références sur le sauvetage de sauveteurs, ils peuvent venir là pour essayer de nouvelles techniques. Alors c'est un parcours qui notamment à la fin de l'année évoluera. Et puis c'est aussi permettre d'exposer un certain nombre de stagiaires qu'est-ce qu'une zone de survie, où est-ce qu'on peut aller trouver un endroit pour attendre, comment on peut signaler. Donc là ils peuvent aussi taper sur le sol, faire tout un tas d'exercices comme on le retrouvera dans la vie réelle. Un troisième type, alors là, le SDIS des Yvelines, qui depuis longtemps était basé sur une formation aérienne de 5 jours, et qui a fait le choix d'essayer d'apprendre de et par la situation, donc de changer un peu la façon d'évoluer, garder un stage aérien, je dirais relativement conventionnel sur sa première partie, mais après amener les stagiaires à une découverte de nouvelles situations. Donc c'est les aider à comprendre leur stress, essayer de l'anticiper, développer des gestes qui sauvent et faire varier l'intensité des simulations. Donc là on voit dans un parcours en fait, alors qui est là est éclairé, mais grosso modo où le stagiaire va se retrouver dans une zone qui est très exiguë et où il va falloir que lui-même développe tout un tas d'idées pour réussir à passer. Et après c'est son choix, il peut essayer différentes techniques, mais en tout état de cause, c'est lui qui va analyser sa situation et de manière graduelle. Alors pour y arriver, ils ont construit le Pafari, c'est un parcours d'aisance au franchissement sous aérie, et il y a 7 niveaux de difficulté. C'est pas très grand, ça fait à peu près 5 mètres de long, et en fait à l'intérieur de la boîte, vous avez un tube, vous avez un certain nombre de panneaux qui peuvent se mettre. Le but étant, c'est de ne pas mettre en difficulté le stagiaire tout de suite, c'est d'essayer de l'amener à développer ses propres techniques, comprendre son stress, réussir à analyser la situation, c'est reconnaître avec les mains l'environnement, et puis essayer de passer. Le but étant, c'est qu'il arrive jusqu'à la fenêtre, alors qu'au bout d'un moment, la fenêtre est de plus en plus haute. Donc c'est évolutif, et l'avantage c'est que pour eux c'était mobile, c'est facile à construire, et quand ils ont des stages aériens, ils mettent ça dans un VTU et puis ils le ventilent en fait dans le centre de secours qui est organisateur. Le deuxième module, alors là c'est le PAMIC, c'est un parcours d'accoutumance au milieu confiné. Là l'idée c'est apprendre par soi-même et de soi-même, c'est éliminer tout ce qui est gestes parasites, parce qu'on s'aperçoit aussi que dans les situations d'urgence, on a un certain nombre de personnes qui préfèrent d'abord mettre les pieds que les mains. Donc ça commence à descendre, ça commence à glisser, ils se retournent et en fait ils mettent les pieds en avant. Le problème dans ces situations-là, c'est qu'on ne maîtrise plus rien du tout et si on glisse, on part, on n'a plus rien pour se raccrocher. Une des problématiques qu'ils ont découvert aussi, c'est le jugement des pairs. Donc là, c'est un parcours typiquement, quand le stagiaire passe dedans, c'est dans une pièce, le stagiaire est seul avec 2 formateurs. Les 2 formateurs sont là pour assurer sa sécurité et l'aider, mais c'est au stagiaire de décider quand il rentre dedans, quand il ressort, et il faut savoir que tout le monde ne le termine pas. Le parcours est relativement difficile, je vous le garantis, mais l'idée c'est de dire à la fin, c'est plus un travail sur soi-même que l'on recherche qu'une performance, c'est-à-dire la capacité à faire la totalité du parcours dans un temps donné. Alors c'est un petit côté novateur parce que c'est gourmand en termes de ressources horaires. Par contre, il y a un avantage, c'est que le stagiaire qui estime n'avoir fait que la moitié du parcours et qui se dit c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé aller plus loin, parfois a même la capacité en fait à repasser dedans pour voir justement si en adaptant son comportement, en essayant de maîtriser son stress, s'il arrive à aller un peu plus loin. Donc c'est un bon moyen d'appréhender ces limites à la fois physiques et puis mentales. Après, il y a une particularité chez nos voisins belges. Les Belges aujourd'hui sont en pleine refonte et en pleine restructuration des services d'incendie et de secours. Hier, on va dire qu'ils étaient schématiquement très communaux. Demain, ils vont être très départementalisés. Et du coup, en allant les voir, on s'aperçoit qu'individuellement, depuis très longtemps, eux avaient mis en œuvre des outils pour former leurs pompiers. Alors là, typiquement, vous êtes dans le sous-sol d'un centre de secours, dans lequel ils ont monté des parpaings, ils ont reconstruit un appartement. Et en termes de retour d'expérience, ce qu'ils avaient souvent, c'est la problématique, c'est comment on fait pour extraire un pompier d'un appartement par le balcon et de le mettre dans une plateforme de moyens aériens. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré sur un moyen aérien réformé une plateforme qu'ils ont mis sur roulette. Et en fait, dans la phase de sauvetage de sauveteurs, quand les sauveteurs arrivent au niveau du balcon, c'est de s'entraîner là à passer, donc sur la petite plateforme à roulette, de dire comment on fait pour le passer. Alors ça, c'est des outils qu'eux ont développés. Derrière, il y a tout un parcours, il y a tout un tas de techniques. Et je dirais les pompiers belges ont une particularité, c'est qu'eux ont très peu de données écrites. Ils sont en train de les écrire, mais plutôt que de perdre leur temps à essayer de cérébrer, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des pompiers
à peu près partout dans le monde. Donc vous retrouvez des Belges, moi j'ai croisé des Belges à Chicago, vous en trouvez d'autres qui vont en Allemagne, tout ça. Ils vont chercher la bonne parole, ils vont tester. Et quand le produit leur convient, qu'est-ce qu'ils font? Ils le mettent dans leur sac, ils rentrent avec, ils construisent, ou ils assemblent, ou ils écrivent, et ils résolvent leurs problèmes comme ça. Alors ça, c'est un avantage. Alors, le coût du voyage, soit, mais après, c'est relativement économique. Et du coup, à force de mettre ces outils-là, comme aujourd'hui, ils sont en train de quitter l'aspect communal et ils sont en train de se regrouper, ils sont en train de voir justement pour mutualiser tous ces outils. Alors eux sont très intéressés et sont utilisateurs de la ressource du PNRS, parce que n'ayant pas le pendant de cet outil-là en fait en Belgique, ils viennent se connecter en France, ils lisent, ils regardent et puis après ils essaient de prendre les contacts, ils appellent pour avoir un certain nombre d'informations. Alors ça c'est un peu le retour de tous les gens qui ont bien voulu répondre en fait aux questions, c'est continuer à améliorer nos pratiques. Alors c'est première chose que tout le monde nous dit, c'est il faut se préparer à l'accident, parce que ça arrive, et du sapeur jusqu'au COS, c'est quelque chose qui n'est pas simple à gérer. La deuxième cause, c'est la place de l'affectif. À partir du moment où on a un collègue qui est bloqué, on a envie de quoi? C'est d'aller le chercher. Et là on s'aperçoit que les gens qui sont sans doute le moins pertinents pour aller le chercher, ce sont ses propres collègues. Pourquoi? Parce qu'eux sont sous le coup de l'émotion. Aussi généralement ils ont vécu l'intervention, c'est-à-dire il y a la fatigue qui s'est accumulée, il y a tout un tas d'éléments qui viennent et qui sont difficiles à gérer. Alors là il y a un certain nombre de corps qui aujourd'hui ont une règle simple, c'est qu'à partir du moment où il y a un accident, c'est l'engagement immédiat d'un engin-pompe, et cet engin-pompe dès qu'il arrivera, le but c'est de remplacer ceux qui sont à essayer de gérer ce qui se passe. Pourquoi? C'est pour essayer de briser le lien affectif, alors ce qui n'est pas facile, vous imaginez, mais c'est aussi de montrer que le service réagit, essaie d'être le plus efficace possible, et à un engin qui va essayer de prendre l'intervention de manière globale et de voir comment on va se faire la montée en puissance. Il faut savoir que c'est la même chose aujourd'hui qui est écrite dans les normes NFPA, c'est-à-dire à partir du moment où l'accident arrive, le sauvetage reste sous l'autorité du COS, bien sûr, mais est pris par l'équivalent d'un chef de secteur qui, lui, n'a que cette mission-là à prendre en compte et a déjà des moyens prédisposés. La deuxième chose, c'est quoi? C'est analyser en fait l'évolution de notre environnement. Alors là, c'est une photo que j'ai prise lundi. Et il faut savoir que jeudi, à cet endroit-là, il n'y avait rien. Et là, on est en plein centre-ville de Nantes. C'est-à-dire que c'est une maison, c'est un nouveau fabricant qui s'est installé. Il a pris un brevet américain. Donc les maisons, elles arrivent, elles sont préconstruites. Il faut savoir que là, en fait, les murs ne reposent pas dans la dalle en béton, mais sont juste sur des agrafes en fait métalliques qui elles sont vissées dans le sol. Mais après, c'est des agrafes qui sont posées sur les poteaux en bois et la structure en fait se tient elle-même. Alors moi, je me suis arrêté, je suis allé poser la question au menuisier qui est en train d'installer. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a une stabilité au feu? Il y a quelque chose? Il m'a regardé, il me dit, je sais pas, mais il me dit, si un jour il y a le feu, il me dit, moi, j'y resterai pas trop longtemps. Voilà. Donc là, en fait, si vous regardez le brevet, c'est les mêmes maisons que vous avez aux États-Unis. C'est le même principe. Il y a juste l'adaptation à la réglementation française, mais il n'y a rien de plus. Et là, quand vous interrogez nos collègues outre-Atlantique, ils vous disent, nous, les méthodes que l'on a, où on va très très vite dans la maison pour essayer de chercher les gens et de ressortir le plus vite possible, c'est à cause de ça. Alors la difficulté opérationnelle aussi, c'est que quand on reviendra dans un